Comme vous le savez sans doute, le gouvernement français, et en particulier son ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, a décidé l'expulsion de Hassan Yeryoussen. Mais pourra-t-on me demander, qui est donc ce Hassan Yeryoussen? C'est un imam considéré, et cela est vrai, appartenant à l'obédience des frères musulmans. Il est un prédicateur assez célèbre en France, et peut-on dire l'un des plus célèbres de France. Sa célébrité lui vient avant tout de ses prêches et autres interventions sur Internet. Il a également élargi sa notoriété du fait qu'il a fait l'objet d'articles dans la presse dominante, à la télévision, mais aussi il a été assez souvent mentionné dans des documents, livres grand public ou travaux académiques. Il fait partie des prédicateurs islamiques les plus célèbres de France. Ces prédicateurs, comme chacun le sait ou devrait le savoir, l'islam dominant, peut-on dire aussi, au sens spectaculaire, se divise en deux. D'une part, le courant des Ikhwan, et de l'autre, le courant wahhabite. Ces deux groupes, surtout le second, se subdivisent en deux sous-tendances plus ou moins distantes les unes des autres, en matière religieuse, idéologique ou dans leurs intérêts pratiques. Hassan Yeryoussen appartient à la tendance des Ikhwan, tendance qui a été longtemps dominante dans les courants du néo-islam, mais qui a été rejoint, sinon dépassé, par des courants wahhabites ou takfiristes. En réalité, tout cela nous en diffère, puisque cela relève de la même farine. On peut caractériser tous ces courants de la même manière. Premièrement, ils sont en rupture avec l'histoire réelle de l'islam vécu depuis des siècles, celle du culte des saints, du soufisme, etc. Et deuxièmement, ils sont tous liés directement ou indirectement à des États et toujours à des puissances impérialistes. Troisièmement, la cible principale de ces groupes sont prioritairement leur propre population. Population qu'ils agressent par l'idéologie, la néo-religion islamique et par la violence physique maximale. Nous n'irons pas plus loin ici dans la déconstruction de ces tendances. Cependant, on peut dire que, globalement, il existe une différence notable entre les frères musulmans et plus généralement les groupes que nous regroupons sous le nom de wahhabites. Cette différence réside dans un ensemble d'éléments qui vont du costume au discours, en passant par toute une série de faits qui les distinguent. Venons maintenant directement au sujet. Tout d'abord, voyons les circonstances qui ont conduit à la situation actuelle de l'imam Yeryoussen. Il se trouve que sa carte de séjour de 10 ans devait être renouvelée maintenant. Et la préfecture du Nord, de laquelle il dépend, a décidé de façon totalement arbitraire de lui refuser le renouvellement de celle-ci, mais ensuite de lui communiquer une décision de quitter le territoire. Alors, premier constat, on constate qu'ils ont dû attendre qu'il vienne renouveler sa carte de séjour, ce qui suppose qu'évidemment, il savait que sa carte de séjour tombait à échéance cette année. Et de façon générale, ça veut dire que tous ceux qui ont une carte de séjour, donc, et qui, pour des raisons X ou Y, sont considérés par le pouvoir en place comme des gens qui pourraient les intéresser dans des opérations de propagande, puisqu'il s'agit d'une opération de propagande, nous le verrons plus loin, sont donc suivis, pistés. Et donc, ils ont profité, disais-je, de l'occasion pour faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire refus de renouvellement
et deuxièmement, décision d'expulsion. Voilà la situation. Alors, ce qui est amusant, c'est que, si je puis dire, c'est que on constate qu'il est plus facile d'expulser quelqu'un qui est en situation irrégulière que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc en fait, si vous venez en France pour y semer le désordre, il vaut mieux être en situation irrégulière, puisque de toute façon, les autorités françaises ne pourront rien faire contre vous. En revanche, si vous êtes en situation régulière, méfiez-vous. Voilà. Y compris lorsque vous n'avez rien fait. Parce que, en fait, il s'agit de cela. Alors, quel est le motif de cette expulsion? Les autorités françaises n'ont pas dit, et notamment leur chef actuel, M. Darmanin, ils n'ont pas dit que M. Herrioussen aurait fait quelque chose. Car s'il avait fait quelque chose, un acte délictueux ou criminel, il aurait été évidemment renvoyé devant un tribunal et jugé. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est passé que le gouvernement et M. Darmanin ont invoqué non pas des délits potentiels, des crimes putatifs, mais le fait qu'il aurait, il y a plus de 15 ans, sinon davantage, tenu des propos antisémites ou misogynes. Hein, des propos qu'il aurait tenus il y a autour de 2005. Vous imaginez l'histoire. Il faut savoir que depuis, puisque M. Herrioussen renouvelle sa carte de séjour en 2022, ça veut dire que la fois précédente, puisque ce sont des cartes de 10 ans, il l'a donc renouvelée en 2012. Et en 2012, manifestement, personne ne s'est préoccupé des propos gravissimes de M. Herrioussen. Gravissimes selon la version actuelle du gouvernement français. Bon, chacun voit bien qu'il n'y a rien de sérieux là-dessous, que c'est un pur prétexte. Pur arbitraire. Si l'imam Herrioussen avait fait quelque chose qui relève, encore une fois, de la violation du droit, il aurait été conduit devant un tribunal. Condamné ou pas, je n'en sais rien. Mais il aurait été envoyé devant un tribunal. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Du tout. C'est donc un prétexte. Et les gens qui restent un peu de cervelle ont bien compris que c'est un prétexte. Mais ce n'est pas n'importe quel prétexte. On ne tombe pas sur n'importe qui. Monsieur Herrioussen, en dehors de ces histoires d'être un imam frère musulman, c'est surtout quelqu'un qui est né en France. Il est né en France. Il n'est pas né en France il y a 3 jours, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il est né en France en 1964. C'est donc un type qui a 58 ans. Il fait partie de la vieille immigration marocaine, puisque son père était déjà là en 1936. Ce qui est rarissime, ce qui est courant chez des Algériens, mais qui est rarissime chez les Marocains, ou même chez les Tunisiens. Donc, M. Herrioussen fait vraiment partie de la vieille immigration marocaine en France. Il est né en France. Alors, pourquoi il n'a pas resté française? Tout simplement parce que son père, lorsqu'il a dû demander sa carte de séjour, l'administration lui a dit qu'il n'avait pas besoin de carte de séjour puisqu'il était né en France et donc il était français. Son père a refusé. Ce qui était, il faut le savoir, courant à l'époque. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on voit les giranes qui sautent, ils sont prêts à n'importe quoi pour obtenir la nationalité française. D'ailleurs, on leur donne, hein, c'est tranquille. Ah, hop, t'en veux? Attrape, mange. Bon. Mais dans les années 50, 60, etc., c'était une autre histoire. Et donc, le père de Hassan Herrioussen a refusé, et il a donc renoncé à la nationalité française. Plus tard, M. Herrioussen
a fait deux demandes. Deux demandes, je crois une première en 84, ou 85, puis une autre dans les années un peu plus tard, 10 ans après, je crois, et qui lui ont été refusées les deux. Refusées. Et le plus fou, c'est que parmi les motifs invoqués pour expliquer, par le ministère de l'Intérieur, hein, pour expliquer que M. Herrioussen n'était pas en conformité avec les valeurs de la République, on lui reproche de ne pas avoir acheté française alors qu'il est né en France. C'est fou quand même. Hein, c'est-à-dire, il lui refuse la nationalité française, l'État français lui refuse la nationalité française. Eh bien, on invoque ce refus comme étant la preuve qu'il ne veut pas devenir un bon Français. C'est incroyable, hein. Voilà, où est-ce qu'ils en sont? Ils en sont à n'importe quoi. Bon. Donc, c'est pour moi probablement la chose la plus importante. Cette histoire, c'est-à-dire le fait qu'on s'adresse à un gars qui est né en France, qui a 58 ans, qui a 5 enfants, 15 petits-enfants. 15 petits-enfants, ça fait beaucoup quand même. Enfin, 15 petits-enfants. Et on vient le chercher lui. Alors même que, vous avez entendu parler de tous les attaques au couteau qu'il y a eu cette année, ne serait-ce que cette année, hein, depuis janvier 2022. Il y a eu des dizaines d'attaques au couteau de gens tués. Coups de couteau, égorgés. Le plus souvent, c'est à peu près les mêmes profils, c'est-à-dire des gens qui arrivent soudanais, afghans, etc. Bon, c'est pas que tous les Soudanais ou tous les Afghans sont des criminels au couteau, mais il se trouve que ceux qu'on a attrapés sont de ce profil-là. Eh bien, on ne songe pas à les expulser, hein, parce qu'ils auraient le statut de réfugiés politiques. Bon, quel réfugié politique, quel statut, qui leur a donné, sur quelle base, on sent que tout ça, c'est du bidon. Mais en tout cas, on peut aller voir aussi dans les prisons françaises la quantité de gens qui sont enfermés et qui sont en situation ou bien régulière ou bien qui ont une nationalité étrangère précise, mais qui ne sont pas expulsés. Personne ne songe à expulser. Alors que là, c'est un braqueur, d'autres c'est un vendeur de shit, l'autre c'est un violeur, l'autre je sais pas ce qu'il a foutu. Bon. Eh bien, Monsieur Herrioussen, oui. C'est-à-dire celui qui, c'est une évidence dans son dossier, ne présente aucune caractéristique de délinquance ou de crime, qui est né en France, donc qui devrait quand même avoir, sur cette simple base, avoir un million de protection, eh bien c'est lui qu'on veut expulser. Voilà. Alors, moi je considère que c'est là que se trouve l'essentiel. Ce n'est pas sur l'histoire de l'islam, c'est des conneries, hein. Je veux dire, pour un Herrioussen qui pourrait possiblement être expulsé, t'en as 500 qui vont arriver demain matin, hein, et avec l'approbation des autorités françaises. Il faut savoir que cette histoire d'islam, de néo-islam, sous sa forme de frères musulmans, sous sa forme de, disons, wahhabite pour faire simple, sont des histoires qui relèvent de l'État français. D'accord entre l'État français et le Qatar, s'agissant des frères musulmans, partie de la Turquie, ou bien, s'agissant des autres, des accords avec l'Arabie Saoudite et quelques autres pays du même genre. Hein. Leur présence est voulue, elle a été négociée. Ceux qui ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est clair. Il y a un troisième islam qui est d'une autre nature, qui est l'islam, disons, étatique, et notamment représenté par la mosquée de Paris. Et cet islam représenté par la mosquée de Paris est un islam, disons, c'est le point d'ancrage dans la religion de l'État algérien. Mais vous avez également un certain nombre de choses qui relèvent, elles, de l'État marocain. Mais c'est très différent, hein. C'est pas des gens religieusement, c'est pas des gens liés au courant dominant dont je vous ai parlé il y a un instant. Voilà. En tout cas, la question religieuse en France et la question de l'islam, ou du néo-islam, est une question politique, est une question étatique.
Elle ne relève pas du tout de ces histoires à dormir debout, de choix individuels, de je sais pas quoi, de croyance ou de pas croyance, de laïcité. C'est pas ça du tout. Hein. C'est une affaire politique. Point à la ligne. Donc je répète, ce qui importe dans cette situation, ce n'est pas son appartenance politico-confessionnelle. Elle est connue de longue date, elle n'est pas dissimulée. Non, ce qui est important, c'est qu'il est né en France en 1964 et qu'il a toujours vécu en France. À l'inverse, vous pouvez le constater, on le constate depuis des années, beaucoup de s'en plaignent. Ah, toi, raison, ça, c'est pas mon problème. Mais qu'il n'y a pas d'expulsion de criminels ou de fanatiques terroristes étrangers arrivés hier matin en France, et souvent en situation illégale. Mais, je répète, on veut expulser un type né en France il y a 58 ans, père de famille et grand-père d'enfants né en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Où est-ce que ces oiseaux veulent en venir? Chacun sait, et j'en ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi cette chaîne et les nombreuses vidéos qu'ils ont faites déjà, qu'on trouve sur notre chaîne. J'ai déjà expliqué très largement, très longuement, que en France, il avait été décidé, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, sur lesquelles je pourrais possiblement revenir, mais il a été décidé que l'immigration, mais aussi ce qu'ils appellent l'insécurité, ou le terrorisme, sont des questions exclusivement liées aux Nord-Africains en général et aux Algériens en particulier. L'immigration telle qu'on la constate en France, c'est une immigration nord-africaine. Il faut le faire, hein. À ce niveau d'abrutissement et de mensonge, on ne sait plus trop quoi dire. Bon, mais bien, eux, le pouvoir français, largement relayé par l'extrême droite, relayé par la presse mainstream, certains diraient la presse grand chemin, en fait c'est la traduction mot à mot de mainstream. Cette presse de grand chemin raconte cette histoire selon laquelle à peu près tous les problèmes de la France, ce sont les Nord-Africains en général, les Algériens en particulier. Et vous remarquerez qu'on a essayé de mettre sur le dos de M. Herriusen l'absurde accusation d'antisémitisme. Hein, parce que dans une conférence, il y a déjà très longtemps, il s'était un peu emporté contre l'État d'Israël qui venait pour la énième fois de bombarder les Palestiniens à Gaza et ailleurs, comme ils sont en train de le faire au moment où je parle. Hein, au moment où je ne peux pas, nous sommes le dimanche, je ne sais plus combien, 7 août 2002, les Israéliens ont bombardé, hier, avant-hier, ont bombardé Gaza. Et on fait déjà au minimum 15 morts, dont des enfants. Voilà. Et en France, si vous dites que c'est une situation anormale, c'est que vous êtes un antisémite. Voilà. C'est ça. Si vous dites que vous êtes antisioniste, ou anti-israélien, on peut le dire plus simplement, vous êtes antisémite. Par contre, vous pouvez être anti ce que vous voulez. Hein. Il ne faut pas être anti-israélien. Et d'ailleurs, la suite est intéressante parce que, bon, dans le cas de M. Herriusen, cette accusation bidon n'a pas eu de suite judiciaire. Et elle a été prononcée il y a déjà un bout de temps. Conséquence de quoi, tout ça est vain. Sur le plan strictement juridique, c'est vain. Je répète, la question juridique n'intéresse pas. Hein. Ils veulent faire un exemple avec M. Herriusen. Et surtout, ils veulent préparer l'opinion
comme il avait déjà commencé à le faire avec la loi sur le séparatisme, etc. Ils veulent préparer l'opinion et obtenir un large consensus parlementaire autour d'une nouvelle loi sur l'immigration que M. Darmanin, M. Gérald Moussa Darmanin veut faire passer. Cette loi va être encore une loi tout à fait bidon, puisqu'elle permettra de faire chier les gens qui sont ici depuis toujours, et d'élargir encore davantage l'immigration. Hein, parce que c'est ça l'objectif. Hein. Faire chier ceux qui sont là, mais ouvrir à ceux qui ne sont pas encore là. C'est ça le but. Ça, c'est ce qu'ils font déjà depuis 30 ans. Croyez bien qu'ils vont persévérer dans cette direction. Le but, disais-je, c'est de centrer la question de l'immigration, etc., symboliquement autour des Nord-Africains. Alors, je n'ai pas le temps ici de passer, surtout, rappeler tous les éléments, etc., qui sont disponibles, mais il suffit de lire tout ce qui se publie, hein, y compris dans des publications qui ne sont pas strictement d'extrême droite. Hein, mais vous entendez dire ici et là que, par exemple, les restrictions faites au visa, à l'obtention de visa pour les Nord-Africains en général, est formidable, c'est extraordinaire, il faut continuer dans cette voie. La seule immigration dangereuse en France, c'est celle-là. La seule qui ne s'intègre pas, c'est celle-là. La plus ancienne, hein. En fait, c'est la plus ancienne. Je répète, hein, l'immigration algérienne en France, et quand je dis algérienne, je devrais dire venue d'Algérie, puisque quand cette immigration a commencé, c'est-à-dire il y a plus de 120 ans, l'Algérie n'existait pas en tant qu'État national. D'accord ? C'est la plus ancienne. Elle est aussi ancienne, beaucoup plus ancienne que celle des Portugais ou de je sais pas qui. Elle est, disons, celle qu'on pourrait trouver plus ancienne qu'elle, c'est l'immigration italienne. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, cette qu'on peut qualifier d'agression judiciaire, administrative, contre l'imam Erkyosen, est fondamentalement une mise en garde, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une mise en garde contre ceux qui sont là depuis longtemps. Pas contre ceux qui arrivent ou qui vont arriver et qui n'ont rien à foutre de la France et de M. Darmanin. Ils lui pissent dessus et lui chient dedans. C'est une évidence. Et en plus, certains le disent. Je l'ai entendu mes propres oreilles. La France, j'y pisse dessus, je nique la France. Voilà, comme ça qu'il parle. D'accord ? Mais il veut casser les pieds, il veut se faire la main, pense-t-il, sur des gens qui sont déjà là. Alors, on peut dire que si on regarde les commentaires à gauche à droite sur les chaînes de télévision, sur Internet, etc., malheureusement, on voit, bon, ce qui était attendu, hein, c'est-à-dire l'extrême droite au sens large se déchaîne. J'ai entendu des trucs, mais absolument incroyables, d'abrutis du genre de Monsieur Gentillet, Philippot, qui s'était montré plutôt intelligent sur 2-3 questions, notamment sur celle des libertés publiques en époque Covid, ou sur la question de l'Ukraine, etc. Il s'était montré plutôt perspicace. Bah là, il a perdu sa perspicacité. Qui d'autre j'ai entendu Dupont-Aignan. Ah là là, Dupont-Aignan. Alors lui, c'est un chef-d'œuvre. Dupont-Aignan. Bon, un certain nombre, alors tout le Rassemblement national, hein, qui sont maintenant, comme vous le savez, l'une des principales forces à l'Assemblée nationale. Et donc, qui sans doute, pour obtenir quelques menus avantages de la part du gouvernement, vont négocier un durcissement des lois sur l'immigration, mais pas en général, sur les Nord-Africains. Tout le monde sait que si le Rassemblement national a une cible, c'est pas l'immigration, c'est les Nord-Africains en général, les Algériens en particulier. Ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est désespérant. Deuxièmement, il faut savoir que
Si la France veut réduire, voudrait en tout cas, ça serait son but, mais ça ne va pas être facile, voudrait réduire et déstabiliser les Nord-Africains, déstabiliser ceux qui sont là et réduire l'arrivée, même pour des simples séjours touristiques, hein, ou limités, je veux dire, avec les visas. Ce n'est pas pour arrêter l'immigration, parce que l'immigration subsaharienne, elle va continuer. Mais surtout, une chose qui tient à cœur à la France et à beaucoup d'autres pays, c'est d'ouvrir plus largement encore, on en voit déjà les effets, mais c'est d'ouvrir plus encore l'immigration, la porte à l'immigration indienne. Voilà, ça c'est un but important. Je l'ai déjà dit, la question de l'immigration, comme la question de la religion, ne sont pas des questions en soi. La question de l'immigration, par exemple, est une question à la fois économique, mais aussi politique. C'est une question qui relève aussi des relations internationales. C'est pas qu'une affaire, je sais pas, de papier qu'on donne pas. C'est quelque chose de plus important que tout ça. Or, la France, et ça a commencé déjà il y a quelques années, mais c'est le but des Occidentaux, c'est d'essayer d'arracher l'Inde à une possible alliance ou un rapprochement au minimum avec le bloc russo-chinois ou sino-russe. Et pour les séduire, on fait beaucoup de choses, notamment l'immigration. À chaque fois qu'un pays occidental, notamment la France, a voulu se rapprocher d'un pays ou d'une région, elle a ouvert massivement l'immigration. Ça a été le cas avec la Chine, par exemple. Hein. Quand la Chine, c'était l'avenir, l'Eldorado, etc., que, bon, les Chinois n'avaient pas l'air d'être très dangereux, qui travaillaient beaucoup. On leur rendait service en acceptant une partie en augmentant largement l'immigration légale et illégale. Hein. On laissait rentrer beaucoup de Chinois. Bon. Maintenant, la Chine, c'est plus tout à fait la fête. En tout cas, beaucoup moins. En revanche, l'Inde, c'est très important. Hein, dans le cadre de ce qu'ils appellent l'Alliance occidentalo-indienne dans l'Indo-Pacifique, ils ont besoin de l'Inde. Donc, probablement, il y a toute une mise au point. Alors, dont on ne verra pas les effets tout de suite, hein, ça se fera doucement, même si les effets migratoires venus d'Inde et du sous-continent indien en général sont déjà visibles. Hein. Il y a des endroits, ils ont quasiment maintenant, dans certains endroits, ils égalent les subsahariens. Il y a des endroits où ils sont quasiment aussi nombreux que les subsahariens. Je ne sais pas, passer par une ville comme Drancy, en Seine-Saint-Denis, et voyez voir. Bon, donc, tout ça pour dire, c'est de la politique. Hein. Ne croyez pas que c'est de l'administration, de la justice, de la loi, je ne sais pas quoi, pas du tout. Ça, c'est pour les débiles. Derrière, il y a d'autres déterminations, évidemment. Et ce qui compte, c'est de repérer des déterminations importantes. Et pas de se laisser enfumer par les choses secondaires, contingentes. Voilà. Donc, j'ajouterai aussi, ça sera un peu une conclusion, c'est que certains Français de souche, hein, je ne parle même pas de Nord-Africains nés en France, même s'ils ont 58 ans, 60 ans, 75 ans, bon. Hein, c'est-à-dire, on dit à des gens qui peuvent avoir 75 ans, et j'en connais, qui sont nés en France, c'est vrai, on peut leur dire que c'est possible, qui n'ont jamais vécu ailleurs, hein, mais c'est possible qu'on leur retire leur titre de séjour, pour une raison X ou Y, de façon arbitraire. C'est ça que ça veut dire. On vous prépare, on vous met en quelque sorte sur le feu. Et on fera monter ou non la flamme selon que notre fantaisie ou ce qui nous semble être nos intérêts. Voilà ce que dit le gouvernement français. Mais ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que, en réalité, en s'attaquant à l'immigration la plus ancienne, née en France, etc., c'est aussi un message qu'ils envoient aux Français. Et de façon, l'immigration en général massive, la folle immigration de ces 20 dernières années, elle signifie aussi une chose que beaucoup de Français n'ont pas saisie, malheureusement pour eux. Je parle de Français de souche, je ne parle pas des autres. C'est que
En privilégiant le dernier arrivé contre le plus ancien, on voulait signifier que le plus ancien n'a aucun droit. Le fait que tu sois ancien ne te donne aucun droit. Rien du tout. Tu n'as aucun droit particulier. Que tu puisses invoquer la présence de tes ancêtres depuis un siècle, 2 siècles, un millénaire, on s'en fout. Ça n'a aucune valeur. C'est nous qui disons qui est d'ici, qui n'est pas d'ici, qui est antisémite, qui n'est pas antisémite, qui est délinquant, qui n'est pas délinquant, qui est un terroriste ou un crypto-terroriste et qui ne l'est pas. Cette définition tout à fait arbitraire, en réalité totalitaire, du droit et du réel, plus généralement. Et il n'est pas exclu que demain, des Français, par exemple, qui se croient protégés par l'université française, soient extradés à gauche ou à droite. Par exemple, pour revenir au fameux antisémitisme, il n'est pas exclu que demain, que c'est dans 6 mois ou dans 6 ans, je n'en sais rien. Mais c'est la tendance. On prendra un Français de souche, hein, et au lieu de le juger en France pour de l'antisémitisme réel ou imaginaire, peu importe, on l'enverra carrément à Tel Aviv pour se faire juger et emprisonner. De la même façon, si les Américains, l'impérialisme américain demande qu'un Français soit expulsé, soit extradé, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, dans l'état de la loi actuelle, c'est pas possible. La France n'extrade pas ses ressortissants. Eh bien, il n'est pas exclu que demain, les États-Unis obtiennent l'extradition de citoyens français pour qu'ils soient jugés aux États-Unis. Voilà. C'est d'ailleurs le cas d'un jeune Français actuellement détenu au Maroc, qui a été arrêté donc là-bas à la suite d'un mandat d'arrêt international émis par le FBI. Il est accusé d'être un hacker et d'avoir hacké la multinationale Microsoft. Si jamais il était extradé, il risque une peine minimale de 106 ans. Ce qui donc fait beaucoup réfléchir. Merci et à bientôt.